Chapitre 15e. Comment Candide tua le frère de sa chère Cunégonde. J'aurai toute ma vie présente à la mémoire le jour horrible où je vis tuer mon père et ma mère et violer ma sœur. Quand les Bulgares furent retirés, on ne trouva point cette sœur adorable, et on me mit dans une charrette, ma mère, mon père et moi, 2 servantes et 3 petits garçons égorgés, pour nous aller enterrer dans une chapelle de jésuites à 2 lieues du château de mes pères. Un jésuite nous jeta de l'eau bénite, elle était horriblement salée. Il en entra quelques gouttes dans mes yeux. Le père s'aperçut que ma paupière faisait un petit mouvement. Il mit la main sur mon cœur et le sentit palpiter. Je fus secouru et au bout de 3 semaines, il n'y paraissait pas. Vous savez, mon cher Candide, que j'étais fort jolie. Je le devins encore davantage. Aussi le révérend père Croust, supérieur de la maison, prit pour moi la plus tendre amitié. Il me donna l'habit de novice. Quelque temps après, je fus envoyé à Rome. Le père général avait besoin d'une recrue de jeunes jésuites allemands. Les souverains du Paraguay reçoivent le moins qu'ils peuvent de jésuites espagnols. Ils aimaient mieux les étrangers, dont ils se croient plus maîtres. Je fus jugé propre par le révérend père général pour aller travailler dans cette vigne. Nous partîmes, un Polonais, un Tyrolien et moi. Je fus honoré en arrivant du sous-diaconat et d'une lieutenance. Je suis aujourd'hui colonel et prêtre. Nous recevrons vigoureusement les troupes du roi d'Espagne. Je vous réponds qu'elles seront excommuniées et battues. La Providence vous envoie ici pour nous seconder. Mais est-il bien vrai que ma chère sœur Cunégonde soit dans le voisinage chez le gouverneur de Buenos Aires? Candide l'assura par serment que rien n'était plus vrai. Leurs larmes recommencèrent à couler. Le baron ne pouvait se lasser d'embrasser Candide, il l'appelait son frère, son sauveur. « Ah, peut-être, lui dit-il, nous pourrons ensemble, mon cher Candide, entrer en vainqueur dans la ville et reprendre ma sœur Cunégonde. C'est tout ce que je souhaite, dit Candide, car je comptais l'épouser, et je l'espère encore. Vous, insolent, répondit le baron, vous auriez l'impudence d'épouser ma sœur qui a 72 quartiers? Je vous trouve bien effronté d'oser me parler d'un dessein si téméraire. Candide, pétrifié d'un tel discours, lui répondit. Mon révérend père, tous les quartiers du monde n'y font rien. J'ai tiré votre sœur des bras d'un juif et d'un inquisiteur. Elle m'a assez d'obligations et elle veut m'épouser. Maître Pangloss m'a toujours dit que les hommes sont égaux, et assurément, je l'épouserai. C'est ce que nous verrons, coquin, dit le jésuite baron de Tender-Tentronckh, et en même temps, il lui donna un grand coup du plat de son épée sur le visage. Candide, dans l'instant, tire la sienne et l'enfonce jusqu'à la garde dans le ventre du baron jésuite. Mais en la retirant toute fumante, il se mit à pleurer. « Hélas, mon Dieu, dit-il, j'ai tué mon ancien maître, mon ami, mon beau-frère. Je suis le meilleur homme du monde, et voilà déjà 3 hommes que je tue. Et dans ces 3, il y a 2 prêtres. » Cacambo, qui faisait sentinelle à la porte de la Feuillée, accourut. « Il ne nous reste qu'à vendre cher notre vie, lui dit son maître. On va sans doute entrer dans la Feuillée, il faut mourir les armes à la main. » Cacambo, qui en avait vu bien d'autres, ne perdit point la tête. Il prit la robe de jésuite que portait le baron, la mit sur le corps de Candide, lui donna le bonnet carré du mort et le fit monter à cheval. Tout cela se fit en un clin d'œil. « Galopons, mon maître, tout le monde vous prendra pour un jésuite qui va donner des ordres, et nous aurons passé les frontières avant qu'on puisse courir après nous. » Il volait déjà en prononçant ces paroles et en criant en espagnol. « Place, place pour le révérend père colonel !» Chapitre 16e. Ce qui advint aux 2 voyageurs avec 2 filles, 2 singes et les sauvages nommés au rayon. Candide et son valet furent au-delà des barrières et personne ne savait encore dans le champ la mort du jésuite allemand. Le vigilant Cacambo avait eu soin de remplir sa valise de pain, de chocolat, de jambon, de fruits et de quelques mesures de vin. Ils s'enfoncèrent avec leurs chevaux andalous dans un pays inconnu où ils ne découvrirent aucune route. Enfin, une belle prairie entrecoupée de ruisseaux se présenta devant eux. Nos 2 voyageurs font repaître leurs montures. Cacambo propose à son maître de manger et lui en donne l'exemple. « Comment veux-tu, disait Candide, que je mange du jambon quand j'ai tué le fils de monsieur le baron et que je me vois condamné à ne revoir la belle Cunégonde de ma vie? À quoi me servira de prolonger mes misérables jours, puisque je dois les traîner loin d'elle dans les remords et dans le désespoir? Et que dira le journal de Trévoux ?» En parlant ainsi, il ne laissait pas de manger. Le soleil se couchait. Les 2 égarés entendirent quelques petits cris qui paraissaient poussés par des femmes.
Ils ne savaient si ces cris étaient de douleur ou de joie, mais ils se levèrent précipitamment avec cette inquiétude et cette alarme que tout inspire dans un pays inconnu. Ces clameurs partaient de 2 filles toutes nues qui couraient légèrement au bord de la prairie, tandis que 2 singes les suivaient en leur mordant les fesses. Candide fut touché de pitié. Il avait appris à tirer chez les Bulgares, et il aurait abattu une noisette dans un buisson sans toucher aux feuilles. Il prend son fusil espagnol à 2 coups, tire et tue les 2 singes. « Dieu soit loué, mon cher Cacambo. J'ai délivré d'un grand péril ces 2 pauvres créatures. Si j'ai commis un péché en tuant un inquisiteur et un jésuite, je l'ai bien réparé en sauvant la vie à 2 filles. Ce sont peut-être 2 demoiselles de condition, et cette aventure peut nous procurer de très grands avantages dans le pays. » Il allait continuer, mais sa langue devint percluse quand il vit ces 2 filles embrasser tendrement les 2 singes, fondre en larmes sur leur corps et remplir l'air des cris les plus douloureux. « Je ne m'attendais pas à tant de bonté d'âme, dit-il enfin à Cacambo, lequel lui répliqua. « Vous avez fait là un beau chef-d'œuvre, mon maître. Vous avez tué les 2 amants de ces demoiselles. »« Leurs amants? Serait-il possible? Vous vous moquez de moi, Cacambo. Le moyen de vous croire? »« Mon cher maître, reprit Cacambo, vous êtes toujours étonné de tout. Pourquoi trouvez-vous si étrange que dans quelques pays, il y ait des singes qui obtiennent les bonnes grâces des dames? Ils sont des quarts d'hommes comme je suis un quart d'Espagnol. »« Hélas, reprit Candide, je me souviens d'avoir entendu dire à maître Pangloss qu'autrefois pareil accident était arrivé, et que ces mélanges avaient produit des égypans, des faunes, des satyres, que plusieurs grands personnages de l'Antiquité en avaient vus, mais je prenais cela pour des fables. »« Vous devez être convaincu à présent, dit Cacambo, que c'est une vérité, et vous voyez comment en usent les personnes qui n'ont pas reçu une certaine éducation. Tout ce que je crains, c'est que ces dames ne nous fassent quelque méchante affaire. » Ces réflexions solides engagèrent Candide à quitter la prairie et à s'enfoncer dans un bois. Il y soupa avec Cacambo, et tous 2, après avoir maudit l'inquisiteur de Portugal, le gouverneur de Buenos Aires et le baron, s'endormirent sur de la mousse. À leur réveil, ils sentirent qu'ils ne pouvaient remuer. La raison en était que, pendant la nuit, les Oreillons, habitants du pays, à qui les 2 dames les avaient dénoncés, les avaient garrottés avec des cordes d'écorce d'arbres. Ils étaient entourés d'une 50aine d'oreillons tout nus, armés de flèches, de massues et de haches de cailloux. Les uns faisaient bouillir une grande chaudière, les autres préparaient des broches et tous criaient « C'est un jésuite! C'est un jésuite! Nous serons vengés, et nous ferons bonne chère! Mangeons du jésuite! Mangeons du jésuite !»« Je vous l'avais bien dit, mon cher maître, » s'écria tristement Cacambo, « que ces 2 filles nous joueraient d'un mauvais tour. » Candide, apercevant la chaudière et les broches, s'écria « Nous allons certainement être rôtis ou bouillis. Oh, que dirait maître Pangloss s'il voyait comme la pure nature est faite? Tout est bien, soit, mais j'avoue qu'il est bien cruel d'avoir perdu mademoiselle Cunégonde et d'être mise à la broche par des Oreillons. » Cacambo ne perdait jamais la tête. « Ne désespérez de rien, dit-il au désolé Candide. J'entends un peu le jargon de ces peuples. Je vais leur parler. »« Ne manquez pas, dit Candide, de leur représenter quelle est l'inhumanité affreuse de faire cuire des hommes et combien cela est peu chrétien. »« Messieurs, dit Cacambo, vous comptez donc manger aujourd'hui un jésuite? C'est très bien fait, rien n'est plus juste que de traiter ainsi ses ennemis. En effet, le droit naturel nous enseigne à tuer notre prochain, et c'est ainsi qu'on en a agi dans toute la terre. Si nous n'usons pas du droit de le manger, c'est que nous avons d'ailleurs de quoi faire bonne chère. Mais vous n'avez pas les mêmes ressources que nous. Certainement, il vaut mieux manger ses ennemis que d'abandonner aux corbeaux et aux corneilles le fruit de sa victoire. Mais, messieurs, vous ne voudriez pas manger vos amis. Vous croyez aller mettre un jésuite en broche, et c'est votre défenseur, c'est l'ennemi de vos ennemis que vous allez rôtir. Pour moi, je suis né dans votre pays. Monsieur que vous voyez est mon maître est bien loin d'être jésuite. Il vient de tuer un jésuite, il emporte les dépouilles. Voilà le sujet de votre méprise. Pour vérifier ce que je vous dis, prenez sa robe. Portez-la à la première barrière du royaume de Los Padres. Informez-vous si mon maître n'a pas tué un officier jésuite. Il vous faudra peu de temps. Vous pourrez toujours nous manger si vous trouvez que je vous ai menti. Mais si je vous ai dit la vérité, vous connaissez trop les principes du droit public, les mœurs et les lois, pour ne nous pas faire grâce. » Les Oreillons trouvèrent ce discours très raisonnable. Ils députèrent de notables pour aller en diligence s'informer de la vérité. Les 2 députés s'acquittèrent de leur commission en gens d'esprit et revinrent bientôt apporter de bonnes nouvelles. Les Oreillons délièrent leurs 2 prisonniers,
leur firent toutes sortes de civilités, leur offrirent des filles, leur donnèrent des rafraîchissements, et les reconduisirent jusqu'aux confins de leurs États en criant avec allégresse « Il n'est point jésuite! Il n'est point jésuite !» Candide ne se lassait point d'admirer le sujet de sa délivrance. « Quel peuple !» disait-il. « Quels hommes ! Quelles mœurs ! Si je n'avais pas eu le bonheur de donner un grand coup d'épée au travers du corps du frère de mademoiselle Cunégonde, j'étais mangé sans rémission. Mais, après tout, la pure nature est bonne, puisque ces gens-ci, au lieu de me manger, m'ont fait 1000 honnêtetés dès qu'ils ont su que je n'étais pas jésuite. » Chapitre 17e. Arrivée de Candide et de son valet au pays d'Eldorado, et ce qu'ils y virent. Quand ils furent aux frontières des Oreillons, « Vous voyez, dit Cacambo à Candide, que cet hémisphère-ci ne vaut pas mieux que l'autre. Croyez-moi, retournons en Europe par le plus court. »« Comment y retourner, dit Candide, et où aller? Si je vais dans mon pays, les Bulgares et les Abares y égorgent tout. Si je retourne en Portugal, j'y suis brûlé. Si nous restons dans ce pays-ci, nous risquons à tout moment d'être mis en broche. Mais comment se résoudre à quitter la partie du monde que mademoiselle Cunégonde habite? Tournons vers la Cayenne, dit Cacambo. Nous y trouverons des Français qui vont par tout le monde. Ils pourront nous aider. Dieu aura peut-être pitié de nous. Il n'était pas facile d'aller à la Cayenne. Il savait bien à peu près de quel côté il fallait marcher, mais des montagnes, des fleuves, des précipices, des brigands, des sauvages étaient partout de terribles obstacles. Leurs chevaux moururent de fatigue, leurs provisions furent consumées. Ils se nourrirent un mois entier de fruits sauvages et se trouvèrent enfin auprès d'une petite rivière bordée de cocotiers qui soutinrent leur vie et leurs espérances. Cacambo, qui donnait toujours d'aussi bons conseils que la vieille, dit à Candide : « Nous n'en pouvons plus, nous avons assez marché. J'aperçois un canot vide sur le rivage. Emplissons-le de coco. Jetons-nous dans cette petite barque. Laissons-nous aller au courant. Une rivière mène toujours à quelque endroit habité. Si nous ne trouvons pas des choses agréables, nous trouverons du moins des choses nouvelles. » « Allons, dit Candide, recommandons-nous à la Providence. » Ils voguèrent quelques lieues entre des bords tantôt fleuris, tantôt arides, tantôt unis, tantôt escarpés. La rivière s'élargissait toujours. Enfin, elle se perdait sous une voûte de rochers épouvantables qui s'élevait jusqu'au ciel. Les deux voyageurs eurent la hardiesse de s'abandonner aux flots sous cette voûte. Le fleuve, resserré en cet endroit, les porta avec une rapidité et un bruit horribles. Au bout de 24 heures, ils revirent le jour. Mais leur canot se fracassa contre les écueils. Il fallut se traîner de rocher en rocher pendant une lieue entière. Enfin, ils découvrirent un horizon immense, bordé de montagnes inaccessibles. Le pays était cultivé pour le plaisir comme pour le besoin. Partout l'utile était agréable. Les chemins étaient couverts ou plutôt ornés de voitures d'une forme et d'une matière brillante, portant des hommes et des femmes d'une beauté singulière, traînés rapidement par de gros moutons rouges qui surpassaient en vitesse les plus beaux chevaux d'Andalousie, de Tétuan et de Méquinez. Voilà pourtant, dit Candide, un pays qui vaut mieux que la Westphalie. Il mit pied à terre avec Cacambo auprès du premier village qu'il rencontra. Quelques enfants du village, couverts de brocarts d'or tout déchirés, jouaient au palais à l'entrée du bourg. Nos deux hommes de l'autre monde s'amusèrent à les regarder. Leur palais était d'assez larges pièces rondes, jaunes, rouges, vertes, qui jetaient un éclat singulier. Il prit envie aux voyageurs d'en ramasser quelques-uns. C'était de l'or, c'était des émeraudes, des rubis, dont le moindre aurait été le plus grand ornement du trône du Mogol. « Sans doute, dit Cacambo, ces enfants sont les fils du roi du pays qui jouent au petit palais. » Le magister du village parut dans ce moment pour les faire rentrer à l'école. « Voilà, dit Candide, le précepteur de la famille royale. » Les petits gueux quittèrent aussitôt le jeu, en laissant à terre leur palais et tout ce qui avait servi à leur divertissement. Candide les ramasse, court au précepteur et les lui présente humblement, lui faisant entendre par signe que leurs altesses royales avaient oublié leur or et leurs pierreries. Le magister du village, en souriant, les jeta par terre, regarda un moment la figure de Candide avec beaucoup de surprise et continua son chemin. Les voyageurs ne manquèrent pas de ramasser l'or, les rubis et les émeraudes. « Où sommes-nous » s'écria Candide. « Il faut que les enfants des rois de ce pays soient bien élevés, puisqu'on leur apprend à mépriser l'or et les pierreries. » Cacambo était aussi surpris que Candide. Ils approchèrent enfin de la première maison du village. Elle était bâtie comme un palais d'Europe.
Une foule de monde s'empressait à la porte, et encore plus dans le logis. Une musique très agréable se faisait entendre, et une odeur délicieuse de cuisine se faisait sentir. Cacambo s'approcha de la porte et entendit qu'on parlait péruvien. C'était sa langue maternelle, car tout le monde sait que Cacambo était né au Tucumán, dans un village où l'on ne connaissait que cette langue. « Je vous servirai d'interprète, dit-il à Candide. « Entrons, c'est ici un cabaret. » Aussitôt 2 garçons et 2 filles de l'hôtellerie, vêtus de drap d'or et les cheveux renoués avec des rubans, les invitent à se mettre à la table de l'hôte. On servit 4 potages garnis chacun de 2 perroquets, un contour bouilli qui pesait 200 livres, 2 singes rôtis d'un goût excellent, 300 colibris dans un plat et 600 oiseaux-mouches dans un autre, des ragoûts exquis, des pâtisseries délicieuses, le tout dans des plats d'une espèce de cristal de roche. Les garçons et les filles de l'hôtellerie versaient plusieurs liqueurs faites de canne de sucre. Les convives étaient pour la plupart des marchands et des voituriers, tous d'une politesse extrême, qui firent quelques questions à Cacambo avec la discrétion la plus circonspecte et qui répondirent aux siennes d'une manière à le satisfaire. Quand le repas fut fini, Cacambo crut, ainsi que Candide, bien payer son écho en jetant sur la table de l'hôte de ces larges pièces d'or qu'il avait ramassées, mais l'hôte et l'hôtesse éclatèrent de rire et se tinrent longtemps les côtés. Enfin ils se remirent. « Messieurs, dit l'hôte, nous voyons bien que vous êtes des étrangers. Nous ne sommes pas accoutumés à en voir. Pardonnez-nous si nous nous sommes mis à rire quand vous nous avez offert un paiement les cailloux de nos grands chemins. Vous n'avez pas sans doute de la monnaie du pays, mais il n'est pas nécessaire d'en avoir pour dîner ici. Toutes les hôtelleries établies pour la commodité du commerce sont payées par le gouvernement. Vous avez fait mauvaise chère ici, parce que c'est un pauvre village, mais partout ailleurs vous serez reçus comme vous méritez de l'être. » Cacambo expliquait à Candide tous les discours de l'hôte, et Candide les écoutait avec la même admiration et le même égarement que son ami Cacambo les rendait. « Quel est donc ce pays ?» disaient-ils l'un et l'autre, « inconnu à tout le reste de la terre, et où toute la nature est d'une espèce si différente de la nôtre. C'est probablement le pays où tout va bien, car il faut absolument qu'il y en ait un de cette espèce, et quoi qu'en dit maître Pangloss, je me suis souvent aperçu que tout allait assez mal en Westphalie.